La team ORLM refait le monde avec vous sur Joma TV. Joma FM, c'est aussi en région. À Bokeh, à Kindia, à Mamou, à Labé et à Farana, à Sigiri, à Kankan, à Kissidougou et à Zérékoré. Joma FM, c'est la radio proche de vous. Dans toute la Guinée, sur la 93.1. Et partout dans le monde, sur jomafm.com. Jeudi 22 septembre 2022, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission Refaire le monde. Depuis hier, le président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya, est l'hôte de son homologue malien Assimi Goïta. Il prend part aux festivités de l'an 62 de l'accession de ce pays ami à l'indépendance sur place à Bamako. L'ancien patron du groupement des forces spéciales s'est entretenu avec la communauté guinéenne vivant au Mali. Devant elle, colonel Mamadi Doumbouya, comme à son habitude, n'a pas été tendre envers les anciens dignitaires. Ils vont tous s'expliquer sur ce qu'ils ont fait de nos deniers publics, a déclaré en substance l'homme du 5 septembre. Une sortie qui intervient quelques jours seulement après l'annonce de la mise en place du cadre de dialogue interguinéen. De tels propos faciliteront-ils le retour des acteurs autour de la table du dialogue? Nous en parlerons tout à l'heure dans cette émission. 3 ans au pouvoir avant un retour des civils élus, c'est inacceptable pour la CEDEAO et non négociable. Ce propos est du président en exercice de la conférence des chefs d'État de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, Oumarou Sissoko Embalo. Et comme il fallait s'y attendre, la réponse est intervenue du berger à la bergère. Nous regrettons cette sortie solitaire irresponsable et inappropriée de la part de son auteur, a réagi le ministre et secrétaire général à la présidence de la République et porte-parole colonel Amara Kamara. Et comme cela ne suffisait pas, le Premier ministre, chef de gouvernement, est aussi rentré dans la danse. Comme il aime s'épanacher dans les médias, nous l'invitons, j'allais dire, par ce même canal, à cesser de se cacher derrière le masque de la CEDEAO pour régler des comptes personnels. Son jeu est connu, a déclaré le patron du Palais de la Colombe, Dr Bernard Goumou. Des sorties médiatiques qui interviennent alors que l'institution sous-régionale organise un sommet extraordinaire pour parler justement de la Guinée et du Mali. Que faut-il dire du contenu de ces deux sorties et surtout que dire du temps utilisé? À en parler aussi dans cette même émission. Au chapitre invité, nous aurons au téléphone Boubacar Bari. Il est le vice-président de l'Union des forces républicaines, le parti, vous le savez, dirigé par Sidia Touré. Nous le ferons réagir donc sur le communiqué des 4 alliances, notamment sur la mise en place du cadre du dialogue, le sommet de la CEDEAO et surtout de ces deux sorties, celle du colonel Amara Kamara et de Dr Bernard Goumou. Lamine Monyouma Sissé, bonsoir. Oui, bonsoir. Bouakar Sansobari, bonsoir. Bonsoir à tous. Sekou Keita, bonsoir à vous également. Oui, bonsoir. Massou Massugué, bonsoir. Bonsoir. Habib Marwan Kamara, bonsoir. Bonsoir. Le spécialiste des biscuits, on en a? Oui. Alors, il faut nous servir, monsieur Sissé, gracieusement. Je commence par présenter mes condoléances à Dr Diané qui a perdu sa jeune sœur Sanassa Diané. Oui, Dr Mohamed Diané. Oui, merci. Alors, qui a perdu sa jeune sœur Sanassa Diané, pas Sanassa Diané, qui est à l'enseignement technique, mais celle qui était à Kankan, et sa sœur, pour être encore plus précis, c'est sa sœur de lait. Donc, elle était pour Dr Diané l'une des plus essentielles de la fratrie. Donc, vous pouvez comprendre le choc qu'il ressent en ce moment au fond de sa cellule où il croupit depuis très longtemps pour des raisons dont on ignore encore évidemment. Alors, est-ce que ça peut être l'occasion pour le procureur de la CRIEF d'humaniser cette décision en lui permettant d'aller assister aux obsèques de sa jeune sœur? Les gens l'espèrent et les gens le sollicitent. Il est sollicité à Kankan et c'est bien évidemment le discours sur les lèvres de ses parents. Et donc on attend ce qui va en être et sûrement que dans les prochains jours, l'avocat de Dr Mohamed Diané
va introduire cette demande de mise en liberté, parce qu'il y a déjà une demande de mise en liberté qui court et qui doit être appréciée par la Cour suprême. Et donc cette autre demande de mise en liberté ce serait certainement en route pour arriver sur la table du procureur spécial de la Cour. Pas du procureur, mais du magistrat, donc du juge de la Chambre. En tout cas, si ça lituré, il ne faut pas s'attendre à Oui, non, c'est possible parce qu'il a accepté de libérer beaucoup de personnes ces derniers temps. Alors l'autre chose, on va rester... Il a accepté de ne pas faire appel, donc dans beaucoup de décisions, et espérons que ça continue ainsi. Maintenant, et l'autre chose, on va pas quitter la maison centrale, on va toujours rester à la maison centrale, et parce que ce qui se passe à la maison centrale depuis la tentative d'évasion, il n'y a même pas eu tentative, plutôt l'évasion de ce présumé narcotrafiquant, narcotrafiquant Mamadi Kaba, c'est encore plus difficile. Il faudrait que le ministre, le garde des Sceaux qui se bat apparemment pour préserver les conditions les meilleures aux détenus de la maison centrale, et y jette un coup d'œil, parce que j'ai l'impression qu'on lui cache toutes les vérités, et parce qu'aujourd'hui, ceux qui sont dans les cales n'ont plus le droit de sortir des cales depuis qu'il y a eu cette tentative. Et bien avant d'ailleurs, il y a près de 2 mois, on nous informe que ces prisonniers ne peuvent plus sortir. Il y en a qui sont même handicapés pour cela parce qu'ils ne peuvent pas faire le sport, ils ne peuvent pas prendre de l'air dehors. Pour ceux qui ont visité la maison centrale, ils sont restés entassés. Et nous savons que à la maison centrale, les cellules sont surpeuplées. Donc surpeuplées. Et c'est une maison centrale qui a été construite pour 400 prisonniers. Et il y en a aujourd'hui plus de 1700 prisonniers. Vous pouvez imaginer bien évidemment ce qui peut être le contenu de ces cellules. Alors, si on leur interdit de sortir dehors et à partir de 16 heures, on leur ferme les portes de leur cale qui ne sont ouvertes que le lendemain à 10 heures, là, c'est vrai qu'ils sont des détenus, ils sont en conflit avec la loi, mais ils ne méritent pas ce traitement. Et au-delà, il y a un autre qui a attiré mon attention parce que j'ai été là-bas ces derniers temps, je l'ai vu souffrir et je me suis informé sur son cas. Et il est un agent des impôts. Il s'appelle M. Camara, les gens l'appellent Kabila, parce qu'il est... Il a assez de masse, il porte assez de masse. Et voilà, donc il a l'embonpoint, autrement. Pas l'embonpoint, il est rempli partout. D'accord. Voilà, la chair, d'accord. Voilà, partout. Alors, et lui, on nous dit, c'est ubiesque, c'est extraordinaire quand on vous raconte pourquoi il s'est retrouvé à la maison centrale. Il y a quelqu'un qui lui devait. Et il a réclamé sa dette à celui-ci. Et c'est celui-ci qui est allé le dénoncer à la CRIEF pour dire qu'il a beaucoup de biens, il a beaucoup de choses. Et la CRIEF s'est intéressée, comme il est agent des impôts, oui. Donc la CRIEF s'est intéressée à lui. Et c'est pour ça qu'il s'est retrouvé là-bas et on lui demande une caution de 2 milliards. Il a tout revendu, ça ne fait pas 2 milliards. Donc ça ne fait pas 1 milliard. Alors il est là-bas et il dort avec une machine au niveau du cœur. Il ne peut pas, il dort penché, voilà, sur un côté. Et donc il est entre la vie et la mort. C'est pas un cathéter? Il a été... Ça doit être un cathéter. Cathéter sur le corps. Oui, bon, peut-être c'est ça. Je ne connais pas le terme. Je ne connais pas le terme technique. Merci. Alors, donc, il est là-bas, il attend. Et malheureusement, les gens ont remué terre et ciel. Ça ne marche pas. Le monsieur, il est là-bas. Je dis bien qu'il n'a pas géré. Il n'a pas de budget. Il n'a pas eu de budget à gérer. Je ne le connais pas. Je me suis juste informé. Peut-être que sûrement vous devez le connaître, ou sinon vous devez l'avoir vu par hasard, je ne sais pas où, mais voilà. Mais vous ne pouvez pas quand même décrire une situation pathétique. Oui, c'est vrai. Excusez-moi. Parce que c'est important, ce que vous dites là, ça doit interpeller. Non, ça doit passer par des règlements de compte de ce type, c'est quand même grave. Quelqu'un qui n'a pas eu de budget, qui n'a pas eu de fonds à gérer, et puis on le reproche des choses, c'est extrêmement grave. C'est gravissime même. Non, je ne ris pas. Non, je suis en train je suis d'accord avec vous. Je ris de malheur. Exactement. Voilà. Il faudrait que le
la CRIEF essaye de revoir. Oui, il est là et il y a beaucoup d'autres cas comme ça à la maison centrale. Et sans compter les détenus qui ne sont pas affichés, des détenus. Et ce qui reste clair, c'est qu'aujourd'hui, les conditions sont très difficiles à la maison centrale. On nous dit d'ailleurs qu'il y a une dame qui venait voir son enfant, qui n'avait pas eu l'occasion de voir. Son enfant était décédé, on ne lui a pas dit. Et c'est tout dernier. C'est tardivement qu'elle a été informée que son fils est décédé par un co-détenu. Voilà, donc de son fils. On est en train de récapituler tout ça et pour revenir ici, en faire un grand dossier. Et parce qu'il le faut, les projecteurs sont sur les grands détenus, c'est normal, mais il y a d'autres aussi qui sont en train de mourir à petit feu. Il faut que le ministre, et ça, il l'a démontré, en tout cas, il semble être volontariste. Et donc, il faudrait que le ministre continue à veiller à ce que les conditions soient au minimum, voilà, donc réunies. Oui. D'accord, oui, vous voulez dire quelque chose dessus Ce qu'il est en train de dire, ça corrobore un peu avec des témoignages faits par un ancien détenu. Il disait qu'il a fait, je crois, plus de 10 ans en détention. Mais quand il vous explique certains mécanismes, les conditions carcérales, ce sont des actions qui se passent dans les films indiens ou vietnamiens, où vous êtes en détention, il y a même un chef, il y a un toit, même pour vos nourritures. Il y a des choses, on vous donne certaines explications, vous avez l'impression que ce n'est pas... C'est pas possible en fait. Cette conception africaine du mot détention ou voleur ou coupable de quelque chose, on estime que lorsque votre culpabilité est rétablie dans le vol, on dira votre maman n'a pas eu d'enfant, on ne peut pas compter sur vous et on vous jette. On pense qu'à partir de là-bas, tout est permis. Et alors qu'on n'est plus à ce stade, les détenus ont aussi des droits qu'il faut respecter. Et c'est important de vérifier un peu le mécanisme même de fonctionnement. Il y en a qui sont là-bas parce qu'ils ont affaire avec une personne qui a suffisamment de moyens, que tant que ce dernier ne donne pas son accord, il ne va pas sortir. Ou tu décides un beau matin, tu dis, bon, tel m'a fait ça, on le prend en manu militari, on l'enferme directement. Je crois que c'est vraiment... c'est déplorable. Alors, le ministre Wing était notre invité dans ce même studio et dans cette même émission. Il a parlé du recrutement des enseignants, sauf que nous venons de l'apprendre à Habib Marwan Kamara. Il aura bel et bien le recrutement, mais sauf que la gestion de ce dossier sera faite maintenant par le département de l'administration du territoire et de la décentralisation. Oui, au total, plus de 15 000 enseignants à recruter. Oui, justement, c'est une information qui date d'avant-hier. Donc, d'hier même, parce que c'était à l'occasion du Conseil des ministres. Mais vous savez, le plus souvent, on fait dans l'amalgame. Le Conseil des ministres n'est pas cette instance de prise de décision, mais c'est cette instance de compte rendu. Parce qu'avant le Conseil des ministres, il y a ce qu'on appelle le Conseil interministériel. Non, le Conseil des ministres n'est pas une instance de prise de décision. Bien sûr. C'est une tradition qui n'est même pas républicaine, c'est une tradition française. C'est une tradition française. Voilà, c'est une tradition française parce que le choix de la décision revient exclusivement au chef de l'État. Donc le Conseil des ministres ne décide pas. Il entérine le président. Oui, le président entérine. Il est là, maintenant ce qu'on fait, ce que je dis. Il peut donner son quitus à une décision et bien donc entendu. Elle passe comme une décision. Non, nous sommes rendu, on dit décide. Le Conseil des ministres, c'est l'organe souverain. Nous ne sommes pas. Le gouvernement a décidé de fonctionnement de ce qui doit être. En tout cas, plusieurs mesures sont annoncées, plusieurs décisions également sont prises. On dit les informations sont données. Il y a des réunions qui sont prévues avant, il y a ce comité de session qu'on appelle le comité de session interministériel. Le conseil interministériel. Les mardis et les jeudis, maintenant c'est le conseil des ministres pour la synthèse. Justement, donc il y a ces décisions qui sont prises. Et les décisions, bien entendu. Elle entérine. Le conseil des ministres entérine les décisions qui sont prises en conseil interministériel. Maintenant, le choix de la décision revient exclusivement au chef de l'État. Donc, c'est un amalgame à ne pas faire parce que la tradition l'a toujours exhorté comme ça. Maintenant, par rapport à cette interrogation, parce qu'on a vu sur les réseaux sociaux et qui
prête à confusion. Il y a des non-dits, parce qu'on a vu ce dernier communiqué du Quels ministre. Quels sont ces non-dits, Habib Marouane? Justement, il y a eu ce communiqué de dernière minute avant ce studio du ministère de l'Éducation nationale qui informe les DPE, les IRE que, bien entendu, il y a cette campagne de recrutement qui de 15 415 enseignants. Dont 3 554 au secondaire. Au secondaire. Voilà, maintenant, il y a un problème. Parce que selon des indiscrétions que nous tenons de haut lieu, il faut le dire, donc du gouvernement, il a été révélé et prouvé que le ministre Guillaume Awing ne maîtrisait pas son secteur. Ah bon? Donc, oui. Mais si c'est le cas, est-ce qu'il est le seul? Non, il y a... À l'administration du territoire, ce n'est que maintenant on s'est rappelé. Non, c'est quand même la presse en a parlé, qu'on s'est rappelé qu'il y avait un communiqué qui courait par rapport à la visite dans les QG des partis. Oui, ça c'est un communiqué qui souffrait d'application. C'est différent de la maîtrise du département. D'accord, donc c'est le cas aujourd'hui. Awing ne maîtrise pas son département. Il ne maîtrisait pas son département parce que les chiffres qu'il a avancés, j'ai même dit à l'époque, quand il a été interrogé par la primature, il fait partie des ministres qui ont été repêchés. Ça, j'assume ce que je dis et je le dis. Il était même avec Gomou, qui est actuellement le premier, parce qu'ils avaient 9 sur 10. Donc sur la moyenne. Donc 9, ils ont été repêchés pour avoir les 10, pour avoir la note 10 sur 20. Donc, maintenant, Bernard Gomoli se retrouve à la primature? Non, c'est un hasard, c'est un coup du destin. Je ne sais pas comment il s'est retrouvé, en tout cas ce n'est pas par compétence. Maintenant, ce que je veux dire par rapport à ce recrutement au niveau du secteur de l'éducation, il y a eu ce rapport qui avait été effectué par le gouvernement d'Alpha Condé, au-delà des chiffres avancés par Gomou, parce qu'aucune expertise n'a été effectuée. Il y a ce rapport de la commission de recensement dont pilotait le professeur Alpha Amadou Bandobari. Donc cette commission, il y a des documents, je peux vous les prouver, parce que j'ai eu ça à travers l'un des syndicats qui était membre du travail d'épuration du fichier de l'enseignement de tous les secteurs en charge de l'éducation. Au niveau à l'époque, c'est Dansa Kourma qui était le rapporteur de la commission. Donc il peut témoigner. Merci de citer son nom. Donc il y avait un besoin de 11 000 enseignants au niveau du primaire et un peu plus de 2000 au niveau des collèges et lycées. Et il y a eu cette fiche de poste qui a été élaborée. Donc dans cette fiche, ça comportait des régions, préfectures, sous-préfectures, qualifications, obligations qui nécessitaient un contrat entre l'enseignant et le département de l'éducation nationale. Maintenant, quand Guillaume a fait son exposé, ils ont compris que le monsieur n'avait pas la maîtrise. C'est pourquoi d'ailleurs le conseil interministériel a décidé à ce que ce travail soit confié au ministre Mori Kondé, qui est quand même, après avoir présenté, je ne sais pas comment il est parvenu à convaincre Mori Kondé, mais il maîtrisait, selon des indiscrétions, il maîtrisait beaucoup plus le secteur de l'éducation que le ministre en question. Ça, c'est un paradoxe. Oui, c'est paradoxal. Oui, mais il avait les arguments nécessaires parce qu'il a un département bateau et régalien. Beaucoup disent qu'il y a encore des choses à faire là-bas. Il maîtrise en plus de son département un autre. Oui, c'est un département transversal. Donc, pour une question de clarté, il va finir là. Parce que le problème qui n'a pas été suffisamment évoqué, c'est que le ministre Guillaume Awing a mis beaucoup plus sa préférence sur les enseignants contractuels. Mais malheureusement, le monsieur n'a pas pu défendre les mécanismes. Donc il n'a pas été capable. Il n'a pas été capable de défendre les arguments lui ont manqué. Il n'avait pas d'argument. Il n'avait pas d'argument parce qu'il n'avait pas la maîtrise du secteur. Donc, il y a eu ce communiqué qu'il a fait publier dans les médias pour se sauver la face, qui est totalement en déphasage avec la réalité. Très malheureusement, ou heureusement, ce que je voudrais souligner, c'est qu'aujourd'hui, c'est un désaveu. À la place de Guillaume, j'allais démissionner. Parce qu'on ne peut pas confier un travail qui revient à mon département, on le confie à un autre département. C'est comme pour dire,
il est là, c'est comme juste, il donne l'impression que c'est une présence de façade. Oui, mais c'est pas cette perception qu'on a eue du ministre de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation quand on l'a reçu dans ce studio. Oui, vous savez, c'est quand même paradoxal, ce que vous dites. Non, c'est pas paradoxal. Ce que j'aime chez lui, puisque nous l'avons reçu dans ce studio, ce que j'aime chez lui, c'est un Rousseau. C'est quelqu'un qui ne plie pas. Donc même s'il tombe, il sait qu'il a les pieds cassés, il veut toujours se sentir prêt et debout. Mais malheureusement ici, il veut dire ce communiqué du gouvernement ou du ministère de l'administration du territoire, il veut placer deux mots très rapidement. Oui, Lamine Monima. Oui, si on a demandé au ministère de l'administration du territoire d'appuyer le recrutement de ces enseignants, et peut-être que c'est 15 415. C'est dû à la transversalité du département, mais aussi à une tradition qui s'est imposée. Le département de l'administration est au cœur de toutes les campagnes. Vous avez vu, même la campagne d'identification des fonctionnaires à l'intérieur du pays. C'est adossé sur l'administration. C'est le ministère le plus représenté. Alors, oui, c'est le ministère le plus représenté. Certainement, on estime que c'est lui qui peut faire ce travail. Mais par-dessus tout, ce qu'il a dit, ici, ce que Dieu m'a dit, prioritairement recruter au sein des contractuels, et ça, il l'a bien expliqué. Et je pense que ceux qui l'ont écouté ont été bluffés par son explication. Bien entendu. Et même le syndicat... Voilà, c'est un accord. Il dit d'abord qu'il est esclave de l'accord signé entre le syndicat, et ça c'est une réalité. On a vu cet accord-là qui a été signé entre le syndicat et le gouvernement guinéen. Ça ne date pas de maintenant, ça date d'il y a longtemps. Alors il vient, il se dit être esclave de cet accord. En plus, c'est des gens qui sont en classe, il faut avoir peur du péché. Il faut éviter le péché. Donc il faut recruter en leur sein. On n'a pas dit qu'ils vont tous être recrutés, donc ils vont tous devenir fonctionnaires. Quand il y a recrutement, ils seront prioritaires. C'est comme chez vous dans votre rédaction, les stagiaires sont prioritaires. S'il y a recrutement, la directrice des ressources humaines ne dira pas le contraire. Donc on ne peut pas aller chercher ailleurs pendant qu'on en a sous la main. On cherche ceux qui sont bien et aller chercher le complément ailleurs. Donc je pense que de ce point de vue, le ministre il a raison. Et si on l'a mis de côté, parce qu'il s'est plaint aussi du fait, au département, ça se dit, ça se susurre, que le ministre, ses choix ne sont pas passés dans la nomination des DPE. Et nous savons comment ça se passe. Il y a des gens autour des gens autour du colonel. Une nébuleuse. Quand vous envoyez, ils ont leurs propositions à eux, ils ont leurs hommes à eux, et donc c'est eux qui trafiquent tous les décrets qui arrivent à la présidence de la République. Il n'y a pas que lui, on a parlé du ministre des Sports lui aussi. Et moi j'ai même vu des décisions qui avaient été une proposition du ministre envoyée chez le président où il y avait des noms qui ont été complètement changés à la présidence de la République. Vous connaissez l'histoire du ministre sans que le ministre ne soit informé. Mais l'élégance voudrait qu'on dise au ministre que les choix que vous avez proposés, les personnes que vous avez proposées n'ont pas été retenues. Et on a proposé d'autres personnes pour telle ou telle autre raison, mais que le ministre ne soit pas informé en même temps que tout le monde à la télévision et apprendre que ces choix ne sont pas passés. Moi je pense que c'est pas élégant, bien que ces propositions ne sont pas des décisions. Personnellement, quand j'ai entendu que le ministère de l'administration du territoire avait été mis au cœur de ce recrutement, la seule explication que je m'étais donnée, c'était parce que le recrutement se fait sur la base des besoins au niveau des collectivités. Ce n'est pas un recrutement au niveau national. Et puisque les collectivités locales sont gérées par le ministère de l'administration du territoire, c'était la seule explication que je m'étais donnée. Alors, parce que pour moi, si c'est parce que le ministre de l'enseignement n'est pas compétent, je trouve qu'on choisit la pire des approches. Parce qu'il ne sert à rien de maintenir quelqu'un si vous pensez qu'il est incompétent et confier sa tâche à un autre ministre. C'est-à-dire qu'il faut avoir le courage. La rupture dont on parle, c'est ne pas non plus maintenir quelqu'un par complaisance s'il n'est pas capable d'accomplir des missions. C'est ce qui est fait maintenant. Voilà. Au début, le colonel, il ne s'encombrait pas des personnes inutiles, des cadres inutiles qui ne servaient à rien. Mais aujourd'hui, ça a complètement changé. Il s'encombre bien des gens qui ne lui apportent absolument rien. Donné par le grand Monima, au-delà des 15 000 qui ont été soulevés par le ministre Guillaume Aring, donc le recensement qui a été fait sous Alpha Condé faisait cas de 11 123 contractuels. Entre-temps, la donne a changé, la donne a évolué. Pourquoi on a décentralisé? Parce que c'est ça la préoccupation majeure de Sansou. Non,
niveau national. Parce que, non, l'explication... Non, attention, ça je connais pourquoi ça a été décentralisé. Justement. C'est-à-dire, le problème, c'est qu'on recrute sur la base du poste en fonction du besoin au niveau local. Et ça, le diagnostic avait été fait par Dr. Mada. Nous en a parlé sur ce plateau-là. C'est pourquoi on parle même de cette fiche de poste. Et cette fiche de poste, ça demandait les compétences, les qualifications, mais aussi le besoin au niveau local. Mais le ministre Guillaume, je vous lance le défi. Appelez-le tout à l'heure, vous lui demandez quel est le besoin, parce que jusqu'à présent, il ne connaît même pas les taux des écoles privées dans les différentes préfectures ou dans les différentes régions. Et je ne sais pas, qui ne maîtrise même pas il y a très peu de chances que ce soit Mori qui maîtrise mieux ça que le ministre de Non, il y a très peu de chances que ce soit Mori qui maîtrise mieux ça que le ministre de l'enseignement. Je ne suis pas d'accord avec Marwan Kamara. Les décisions sont bien prises pendant les conseils des ministres présidés par le chef de l'État, preuve éloquente, le porte-parole en parle souvent lors des comptes rendus. Il le dit au titre des décisions prises, signé Cheikh Sadibou Ndoye. On va progresser et c'est son analyse à lui aussi. On va d'abord s'intéresser à cette visite du président de la transition du côté du Mali, où il est parti prendre part aux festivités de l'an 62 de l'accession de ce pays à la souveraineté nationale, et il a profité donc de ce déplacement pour s'entretenir avec la communauté guinéenne dans ce pays. Il a dit ceci: notre combat, nous l'avons dit depuis le 5 septembre, c'est de révolutionner la Guinée, de défendre les intérêts du pays, et ça, nous le ferons. Et on est prêt à affronter qui que ce soit. Oui, Lamine Monument Sissi, sur le déplacement du président de la transition et surtout cet entretien avec la communauté guinéenne, les propos tenus. Oui, il est égal à lui-même. On l'a écouté. Il parle avec le cœur, le président de la transition. Vous ne pensez pas que c'est avec la raison? Non, moi je ne vous ai pas dit ça. Il parle avec le cœur, il dit ce qu'il pense. Mais est-ce que... moi je ne suis pas très d'accord avec ça. Non, il va finir là, je vous donne la parole très rapidement. Je ne parle pas pour que vous soyez d'accord. C'est ce que je pense. Et à vous maintenant de dire ce que vous pensez. Que cela soit en phase ou en déphasage avec ce que moi je dis, tant mieux. En phase, tant mieux. Voilà. Alors, pour parler du président, je dis qu'il est égal à lui-même. On l'a écouté dans son discours, c'est la même chose, c'est la même rhétorique depuis très longtemps. Et il n'a pas varié. Et on a pensé peut-être qu'à la suite du communiqué qui a été publié ici à Conakry, appelant les acteurs politiques au dialogue, et qu'il se serait certainement réservé de parler, ou sinon et parce que c'est lui qui a demandé à son Premier ministre d'aller chercher les acteurs politiques. Et tous, tant qu'ils Alors, sont. si vous demandez à votre Premier ministre d'aller chercher les acteurs politiques, et dans les discours, vous faites tout le contraire, ou sinon vous les effrayez dans les discours. Et vous savez que dans le temps, on était là, c'est ce que le président Alpha Condé faisait souvent. C'est-à-dire qu'il y a un cadre de dialogue qui est ouvert, et pendant que les conclusions ne sont même pas encore connues, les gens y sont. Et lui, chaque fois qu'il a sa prise de parole, et chaque fois qu'il a l'occasion de parler, il met le pied dans les grands plats. Et ça donne du fil à retordre à ses émissaires qui sont au dialogue. Et il arrive souvent que, à l'issue de ces sorties du président, que les choses se corsent. Donc, c'est peut-être... Les choses n'ont d'ailleurs pas encore commencé, et les acteurs politiques se disent ne pas être rassurés, veulent être rassurés, et donc il aurait pu parler de ces réformes. Je suis parfaitement d'accord. Ce qu'il est en train de faire, je suis d'accord, mais ne pas mélanger cela, ne pas mêler cela à un ton caustique le discours martial qu'on lui connaît. Et ça, il aurait dû se réserver de cela. Et parce que, à l'extérieur, je suis parfaitement d'accord, ceux-ci ne sont pas forcément au bain de ce qu'il se passe en Guinée et ce qu'il est en train de faire en Guinée. Il peut leur dire sa politique, il peut leur expliquer sa politique. Et voilà, donc que ça ne se limite qu'à cela. Oui, Marsouma, vous dites que vous n'êtes pas d'accord. Allez-y, vous avez la parole. Oui. Quand il dit qu'il a parlé avec le cœur, on ne sait pas. Je pense que dans la situation dans laquelle se trouve notre pays, où même est placé notre président de la transition, colonel Mamadi Doumbouya, il est difficile de parler avec le cœur, parce que
stratégiquement, on est dans un autre pays, on est face à des Guinéens, à des Maliens. Peut-être qu'on veut être constant dans son discours, mais est-ce que ça vient forcément du cœur? Aujourd'hui, je suis perplexe. Peut-être... Pour quelle raison? Pour quelle raison? Parce que pour moi, je ne sais plus si on a en face le même Mamadi Doumbouya qu'on a eu en face. Oui, bien sûr, mais c'est très évident. C'est les métamorphoses qui interviennent chez lui. C'est assez palpable. Ce qui arrive aujourd'hui, on le voit, on l'a vu, ça fait des mois que les choses ont changé. On a quand même un colonel Mamadi Doumbouya assez calme, qui ne s'exprime pas trop. Mais je me demande, est-ce que c'est cette même vision qu'on a eu au lendemain du 5 septembre qui est encore là? Ça, je ne suis pas du tout sûre et je mets ma main à couper. Mais quand même, je vois ce voyage-là au même moment que le sommet de la CEDEAO se tient. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se trame. C'est comme si, en fait, ces chefs qui sont venus au pouvoir par coup de force ont besoin d'avoir une certaine synergie entre eux pour faire face à ce qui va arriver à ce sommet de la CEDEAO, sachant qu'aujourd'hui, ils sont totalement en décalage avec le président de cette institution. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train de se faire dans l'ombre. Allez-y, oui. Vous inquiétez pas, je ne vais pas durer. Je veux juste relever voilà, des éléments de langage dans le message qui a été livré à Bamako. Devant la communauté guinéenne. Que j'ai retrouvé dans la chronique dont on a tant parlé. Ouais. C'est-à-dire la chronique de Alain Foka, exactement. De Alain Foka. Cette chimère-là. Vous savez, nous avons un pays riche, mais par la faute de ses dirigeants, nous sommes à la queue, alors qu'on devrait être devant beaucoup. Ça, c'est le premier extrait que je voulais. Ça, c'est une rhétorique qui est plus vieille que la chronique d'Alain Foka. Nos minéraux, le deuxième extrait. Nos minéraux sont en train de partir devant nous. À tous les systèmes, à tous les régimes. Allez-y, le deuxième extrait. Nos minéraux. En tout cas, ça, vous avez raté. Monument Sissé, le grand avocat. Allez-y. Pendant qu'on est distrait à faire la politique politicienne, nos minéraux sont en train de partir devant nous. On passe notre temps à des futilités alors que l'essentiel est devant nous. Donc, je cite ces deux extraits parce que j'ai l'impression qu'il est formaté dans ce discours-là désormais. Il faut s'attendre à ce qu'au-delà de ce qui s'est passé à Bamako, que ce soit un peu la rhétorique qu'on va nous servir désormais. Parce que quelqu'un est passé, probablement un communicant en qui on a confiance, qui a servi le discours, qui nous a paru suffisamment solide pour vendre l'image de la junte. Je pense que ce n'est pas la dernière fois qu'on entendra parler de ce type de discours. Mais qui a donné le message à qui? C'est cette question qu'il faut se poser. On a hérité du message. Il faut le comprendre. Il faut le comprendre. On est dans un système où le colonel a besoin jusque-là de confirmer, si vous voulez, ou en quête de légitimité, avec tout ce qui se passe, avec tout ce qui se dit, et ces rencontres ou les sanctions qui pourraient éventuellement planer sur la junte, il faut comprendre qu'on peut aller chercher les arguments où on peut les trouver. Et donc, on sait tous que quand on a envie aujourd'hui de toucher le cœur des Guinéens ou même des pays voisins, il suffit juste de dire qu'on a nos sous-sols, on est riche, mais en réalité, on fait partie des pays les plus pauvres. Il faut juste mettre en branle le nationalisme. Et donc, il faut aller sur cette base de nationalisme, mais aussi, si vous voulez, vous accrocher justement à la mauvaise gestion ou au bradage des mines et tout ce qui s'ensuit, pour dire qu'il y a une certaine nécessité de refondation, parce que c'est de cela qu'il s'agit. Alors, quand il s'exprime ainsi, à mon avis, il n'y a rien de nouveau, et les circonstances d'ailleurs s'y prêtent, et le colonel Mamadi Doumbouya va désormais s'appuyer sur ces quelques éléments pour justifier un peu leur politique liée à la refondation de l'État. C'est de ça qu'il s'agit et c'est ça la réalité. On s'inscrit dans une logique, je mets entre griffes, de défiance même de la CEDEAO. Peut-être qu'on en parlera tout à l'heure avec ces différentes sorties. Mais ce qui reste clair, on est dans une autre, si vous voulez, logique. Et ne soyez pas surpris que ces discours soient repris par d'autres responsables du pays pour justement en faire, si vous voulez, une sorte de règle. Mais juste un mot. Est-ce que je n'ai pas trop parlé. Non, laissez-moi placer ça. Est-ce que cette fois-ci, est-ce qu'on n'a pas cette envie en fait d'inculquer ce message-là au sein des populations? Mais c'est ce qu'il a dit là, Boubacar Sansobari. Oui, mais non, c'était pas assez clair. D'accord. Vous l'avez complété. Parce qu'il a dit qu'il faut désormais
Il faut s'attendre à l'entendre, mais moi je parle de la conséquence. Il ne faut plus être surpris d'entendre à tout moment ce discours. Mais moi je parle plutôt au niveau des populations, mais pas des dirigeants. On a entendu, les anciens ministres sont à la base de notre échec. Non, Habib Marouane, la sortie, il y en a. Justement, on a le don de créer peut-être dans ce pays-là. Je vais aller sur cette lancée. Vous savez qu'à l'époque de Alpha Condé, pour vous dire que pour encore marquer davantage ce manque de rupture de rupture qui aurait pu exister entre Mamadi Doumbouya et Alpha Condé, c'est, vous savez, Alpha Condé s'illustrait à travers ce genre de sortie. Et à chaque fois qu'il avait l'occasion d'être en face de la communauté guinéenne vivant à l'étranger, le chef de l'État, Alpha Condé, s'était illustré dans ce genre de discours. Mais sauf que lui, il a besoin de l'électorat. Alors que le colonel Doumbouya, en tout cas, si nous devons nous en tenir... On ne sait jamais. Voilà, j'ai dit si nous devons nous en tenir... Quel est le régime qui n'a pas besoin de légitimité? Oui, mais ils l'ont dit, non. Ils ont dit qu'ils n'ont pas besoin de soutien. C'est vers un électorat ou pas. C'est la junte qui l'a dit qu'elle n'a pas besoin... Il faut une légitimité pour gérer un pays. La junte dit qu'elle n'a pas besoin de soutien. Non, c'est la junte qui l'a dit. Moi, non, attends, c'est autre chose. Ah oui, mais attendez, c'est elle qui l'a dit. C'est une bizarrerie, ça. Ah, d'accord. C'est lui qui l'a dit. À l'école de sciences... C'est pas ceux qui sont en train de commenter cette... D'accord. Cela. Allez-y, vous dites qu'Alpha Condé le faisait sciemment. Voilà, justement, pour vous aider, à l'école de sciences politiques, on m'a toujours enseigné, que ce soit avec Max Weber sur la notion du pouvoir, que ce soit Nona Mayer sur la sociologie des comportements politiques, on m'a toujours dit que le fondement de tout pouvoir, c'est la légitimité. Que ce soit un pouvoir légal ou illégal. Donc le fondement de tout pouvoir, c'est la légitimité. Même si eux, ils ont dit à l'entame qu'ils n'ont pas besoin de soutien. C'est parce qu'à l'époque, c'était des néophytes. Ils venaient d'arriver, ils ne connaissaient pas, ils ne mesuraient pas, ils n'avaient pas tous les instruments, tous les leviers du pouvoir. Et aujourd'hui, ils sont confrontés à l'exercice et à la réalité du pouvoir. Donc la donne change, les esprits changent, les discours changent aussi. Par rapport à ce manque de rupture dans la pratique discursive, il faudrait noter ce manque de changement entre Alpha Condé et Mamadi Doumbouya. L'autre chose, est-ce que le colonel avait en face de lui la communauté guinéenne? J'en doute très fort, parce que selon des indiscrétions, la communauté guinéenne n'a pas suffisamment répondu à l'appel, et d'ailleurs le cadre qui lui a été réservé en fait foi. C'est une illustration pour dire que la communauté guinéenne n'a pas suffisamment répondu à cet appel. Tout comme à Kankan et justement, il y a ce sentiment, mais c'est le prolongement sentiment qui commence à régner sur le terrain, qu'il soit ici en Guinée ou ailleurs du pays. La troisième observation, au-delà du contenu du discours, c'est le ton martial qui a été emprunté par le colonel. Lorsqu'on engage des pourparlers, lorsqu'on vient pour peut-être montrer à la face du monde qu'on est en mesure de rassurer la communauté nationale et internationale, et de l'autre côté, on brandit le fouet des sanctions. Donc je me dis que le colonel est en train de donner raison à ses détracteurs et surtout à cette classe politique qui pense que la CRIEF et les instruments juridiques qui existent aujourd'hui ne sont que des éléments de chasse à leur rencontre. C'est une évidence, parce que le colonel ne peut pas quand même donner et montrer le chemin à la justice. Si quelqu'un a des comptes à rendre, c'est à la justice de le dire, mais dire que ces anciens, on culpabilise tout le monde, et lui, il n'est pas nouveau. Donc il fait partie de ces gens qui doivent s'expliquer s'il y a des comptes à demander. Parce qu'on sait tout ce qui s'est passé dans ce pays. Il n'est pas quand même blanc-seing. On ne peut pas quand même dire que le colonel est nouveau. Donc il fait partie de ces anciens qui doivent s'expliquer. Bonsoir à vous. Être nationaliste n'est rien de grave. L'essentiel est de pouvoir voir la vision des choses pour la bonne route des choses positives. Pour la nation, la force des États-Unis, c'est sur quoi ils se sont bâtis, c'est d'être fiers de leur nation. C'est Ibrahim Assila qui nous envoie ce message depuis le New Jersey, c'est bien aux États-Unis. Bonsoir Abouakar, salut à tous les chroniqueurs. À mon avis, l'implication des MATD par le biais des autorités locales et élus locaux pourrait être la solution qui réduira le déficit du personnel enseignant. Par exemple, de 2011 à 2021, le gouvernement a recruté plus de 10 000 enseignants, mais plus de la moitié a quitté l'éducation au profit des autres départements. Le secteur éducatif était devenu la porte d'entrée à la fonction publique, et vu la gestion du ministère en charge de la fonction publique actuellement, ce département ne pourra pas organiser un concours de recrutement sérieux. La refondation n'est pas d'actualité dans ce ministère. Alpha Kamara. Notre
message, c'est Mohamed Ansa Diawara, le porte-parole du MENA. Bonsoir Condé, bonsoir à toute l'équipe. Cette fois-ci, Marwan est mal informé. Un autre message également, c'est celui de Diakité. Salut, on refait le monde. Le feu général Lansana Conté a servi loyalement Sékou Touré et le colonel Doumbouya a trahi le professeur Alpha Condé. Le peuple retiendra du colonel Doumbouya la trahison, les difficultés, les calvaires, l'humiliation des grandes personnalités. C'est Diakité Mamadi depuis Bokeh. Un autre message, c'est Abou Poutine Ambalo est jaloux du progrès enregistré par colonel Mamadi Doumbouya dans la libération des 46 soldats ivoiriens en sa qualité du président en exercice de la CEDEAO qui a été incapable de faire venir les partis sur la table de négociation. Un autre message également, un peu plus long ce message. Bonsoir M. Condé, je remercie Monument pour les détails qu'il vient de dénoncer pour le cas de Bourama Di Kabila. Ce monsieur travaille aux impôts, il n'a jamais été directeur ni chef de division, un simple chef de section. Tout le problème de fait que ce monsieur a beaucoup de réalisations. Il a été interpellé pour un début. Il était sur contrôle judiciaire aujourd'hui, sur mandat de dépôt. Bientôt 3 mois maintenant, après tout le contrôle dans sa direction, rien n'a été trouvé pour l'inculper personnellement. J'ai fait des publications pour dénoncer sur les réseaux sociaux. Je n'ai pas eu de solution. Je remercie Dioma Media pour l'alerte. C'est bien M. Banankoroda, JT Kaba. Beaucoup de messages. On va lire un dernier pour le moment avant d'aller à l'étape suivante. C'est Ibrahima Kaliloula. Bonsoir Condé. Ambalo n'a eu que la réponse qu'il mérite. Mais le propos du Premier ministre relève aussi un manque d'expérience de haut niveau de ce dernier. Ce déplacement du colonel prouve qu'il est désormais dans une nouvelle dynamique. Peu importe le temps, c'est le contenu qui nous intéresse. Alpha Condé est encore là. Voilà ce qu'on pouvait lire. On va donc passer au deuxième sujet. C'est bien ces deux sorties médiatiques. La première, c'est celle de la présidence par le biais de son secrétaire général et porte-parole, le colonel Amara Kamara. Et la deuxième, c'est bien le patron du palais de la Colombe, le docteur Bernard Goumou. Mais avant d'aller avec les chroniqueurs, on a calé un bout d'extrait du président en exercice de la CEDEAO, mais également du porte-parole de la présidence de la République. On va partir donc avec la régie pour suivre ces deux extraits et puis après on se retrouve ici dans ce studio. J'étais dans deux pays. J'étais au Burkina et en Guinée-Conakry. On a discuté, on est arrivé à un consensus qu'on ne peut pas dépasser les 24 mois. Ça, c'est négociable pour la CEDEAO. Le mensonge grossier et les propos qui s'apparentent à de l'intimidation sont de nos jours des pratiques rétrogrades qui n'honorent pas son auteur et ternissent par la même occasion l'image de marque de la CEDEAO. Nous ne voulons pas porter cette honte. C'est pourquoi le temps est venu de dire ce qui a été dit en Guinée et qui est archi faux et décousu de tout sens. Ce dont il a été question dans les échanges est le contenu du chronogramme de la transition. Nous ne ferons l'objet d'aucune publicité pour personne ou pour quelque raison que ce soit. L'actualité sociopolitique décryptée à chaud avec nos spécialistes maison. D'abord, Lamine Moïmassi. Oui, vous avez été même tellement bien gentil avec le colonel, avec le CNRD, parce que c'est le moins dur, le moins caustique qu'on a diffusé là. Bien entendu. Voilà, donc on dit discours. Et ça, c'est bien, tant mieux, ça n'arrive pas souvent. Alors, par rapport à ce qui s'est passé, j'ai été surpris de ce type de réaction. Et c'est vrai. Vous savez, Ambalo, on l'a dit ici, on dit qu'il est de nature moins élégant, diplomatiquement moins élégant. Il est discourtois, Ambalo, et malheureusement, il n'a pas encore pris la mesure de la responsabilité. D'abord, qui était celle d'un chef d'État, mais aussi aujourd'hui, celle du président en exercice de la CEDEAO. C'est le Trump africain. Donc, il n'a pas encore pris, il n'a pas encore mesuré cette responsabilité. Ça, on connaît tout ça de Ambalo. On connaît que c'est un homme agité, c'est un président très agité. Et ça, c'est regrettable. Mais la sortie d'abord, le contenu, je suis en déphasage avec le contenu. Et en plus, elle est inopportune.
Vous savez, cette sortie. Ouais. Et moi, j'ai discuté, j'ai échangé avec des gens qui travaillent dans les coulisses pour éviter à la Guinée une sanction. Mais très sincèrement, c'est des personnes qui sont gênées avec cette sortie-là. Et parce que ce qui va arriver, c'est que des gens qui sont contre vous, des pays qui sont contre vous, vous ne ferez rien pour changer leur avis. Et ces pays aussi qui vous défendent, parce qu'il n'y a pas tous les pays qui sont contre la Guinée, pas du tout. Maintenant, les pays qui vous défendent, vous les mettez en difficulté complètement. Et parce qu'avec cette sortie, il va y avoir un soutien, forcément, donc autour du président en exercice. Parce que c'est vrai qu'il a parlé au nom, mal à propos, de la CEDEAO, mais tout compte fait, c'est un président en exercice de la CEDEAO qui a parlé, on ne peut pas le livrer de cette façon et banalement. Discours, il parle on ne peut pas le livrer de l'arrivée par effraction d'Embalo à la tête de la CEDEAO. Est-ce que le colonel Amara Kamara sait comment on arrive à la tête d'une telle institution? Non, ça c'est du Premier ministre. D'accord. Alors, on arrivera sur son discours. Écoutez, sinon, Dr Bernard Goumou. Moi j'ai aimé quelque chose du temps d'Alpha Condé. Mbalo a été plus caustique, il a été plus maladroit, il a été plus grossier que ce qu'il est en train de faire aujourd'hui. Malheureusement, pendant ce moment, il y a des gens qui l'ont applaudi. Même maintenant, même s'il n'y avait pas cette réaction, les gens continuent à l'applaudir parce qu'en Guinée, on fait un mélange. Et on confond les choses, on confond l'État à la personne à laquelle on est opposé. Malheureusement, dans ce pays, quand on est opposé à quelqu'un, on aime qu'il soit descendu, même si c'est un symbole pour un pays. Pour et donc ça, ce n'est pas une surprise et ça ne me surprend pas. Mais encore une fois, et pendant ce temps, les gens ne sont pas... Alpha n'a pas permis à ses ministres d'insulter Embalo. Et Embalo lui-même, il était frustré parce que chaque fois il parlait d'Alpha Condé avec moins d'égards, avec... le ton trop déplacé, mais Alpha ne le calculait pas, il ne voulait même pas parler de lui. On a reçu, il disait même pas son on a reçu Thibou ici dans ce studio, Thibou on a Kamara, reçu Bantama, excusez-moi, pas Bantama, on a reçu Damantan, on a reçu Abakar Silla, des sommités oratoires du gouvernement d'Alpha Condé d'alors, mais qui ont trouvé des subtilités pour parler d'un ballon. Il dit bon, de toute très façon, diplomatiquement. Très diplomatique. Et donc, ça manque dans cette équipe, dans ce conglomérat autour du colonel. Et ce qui est inquiétant, en plus, en dépit de ce qui est inquiétant, c'est que pour terminer pour cette première partie, ce qui est inquiétant, allez-y. Oui, ce qui est inquiétant, ça vous plaît beaucoup, c'est pourquoi vous me donnez tout le temps. Alors, ce qui est inquiétant, c'est que ceux qui étaient considérés avant comme étant des colombes, des gens qui refusaient de souffler sur la braise, mais c'est eux aujourd'hui qui sont la braise, pas souffler sur la braise, mais qui sont en train d'attiser dangereusement. Et ça, les gens nous le disent quand nous discutons. Et c'est ce qui est dangereux et regrettable dans cette situation-là. Et il n'y a personne, pratiquement, pour dire attention, ne faisons pas ceci, ne faisons pas cela. Et ceux qui le disent ne sont pas les personnes les mieux placées, n'ont pas les voix autorisées. Voilà, donc ne sont pas des voix autorisées. Et advienne que pour. Finalement, c'est regrettable. C'est quoi qui est sur d'abord cette sortie du ministre et secrétaire général à la présidence? Je pense que c'est... Bon, moi, je ne suis pas surpris parce que depuis quelque temps, on s'est inscrit dans cette logique. Répondre coup par coup, même si c'est un internaute ou un influenceur qui se permet de dire des choses qu'on ne partage pas. Soit on met la DCI à contribution ou tout au moins, on choisit quelqu'un, on va à l'affront, on dit des choses. Mais sauf que cette fois-ci, je pense que on pouvait peut-être attendre. Je préfère, à défaut de ne pas se contenir, de ne pas se retenir, je pense qu'on pouvait attendre. Parce que c'est vrai que techniquement, on envoie les gens négocier en coulisses et on tient un discours arrogant. Mais cette fois-ci, c'est différent. Parce que on est, disons, à deux doigts d'être sanctionnés. Ceux qui se battent pour qu'on puisse justement épargner ou donner une sorte de moratoire ou en tout cas laisser d'autres manœuvres à la junte au pouvoir, aujourd'hui se retrouvent coincés, se retrouvent obligés de se rétracter ou en tout cas sont en mal. Et je pense que pour le colonel Amara, c'est quand même vraiment une sortie pour moi qui pouvait attendre ou qui n'était pas nécessaire, ou tout au moins qu'on pouvait trouver d'autres mots. Mais lui, je peux le pardonner. Mais pour le Premier ministre... On en parlera tout à l'heure. Pour le Premier ministre, je pense que là, c'est vraiment autre chose. Oui, Bakar Sansobari donc. Alors, on a dit hier que
priorise le ton utilisé par Ambalo était de nature probablement à braquer les autorités guinéennes. Mais quand je le disais, je me disais... C'était pas avec une telle... Non, c'est même pas dans le verbe. C'était braquer, se figer sur sa position. Ce n'était pas nécessairement dans le verbe, dans le discours qui a été tenu. Donc j'ai été très surpris. Alors, les deux ont dit l'essentiel, mais je voudrais mettre l'accent sur un aspect. Lequel? Dans le discours, il est revenu aujourd'hui que la CEDEAO avait accompagné de fait la modification constitutionnelle. Écoutez, moi je voudrais qu'on retienne une chose. Si Ousmane Gawal tient ce discours-là, à la limite, je peux l'accepter. Il était à l'époque dans un camp qui demandait l'intervention de la CEDEAO. Mais il y a d'autres qui ne peuvent pas tenir ce discours-là. On ne peut pas reprocher à la CEDEAO. Oui, parce qu'ils ont bénéficié de cette complicité de la CEDEAO dans la modification constitutionnelle. Aujourd'hui, c'est un revirement qu'on ne comprend absolument pas. C'est-à-dire, autant on peut reprocher à la CEDEAO l'apathie qu'elle avait observée à l'époque, autant on peut dénoncer la reconversion, parce qu'il faut que les gens s'assument. Ils étaient du même bord que la CEDEAO à l'époque. Ils ne peuvent pas aujourd'hui vouloir faire de la morale à la CEDEAO. Ça ne peut pas être accepté. Ça ne peut pas être accepté. C'est avec ce propos, nous partons à la pause. On se reprendra tout à l'heure pour la suite de cette émission Refait le Monde. L'invité, c'est bien M. Bouakar Bari, le vice-président de l'Union des forces républicaines, le parti dirigé par Sidia Touré. À tout à l'heure donc. Joma TV. Quand vous payez votre facture d'eau, vous ne payez pas vraiment l'eau. Vous payez toute la logistique de traitement, de distribution et d'épuration de cette eau-là. Si vous voulez réduire votre consommation d'eau ou tout simplement comprendre votre consommation, il est essentiel de savoir lire et comprendre votre facture. Votre facture d'eau comprend les informations suivantes. D'un côté, les informations d'identification de votre prestataire d'eau, qui est la CEG, et d'un autre côté, les informations administratives, c'est-à-dire votre identification et votre point de consommation d'eau. On y retrouve également une partie consommation où vous trouverez votre consommation d'eau en une période donnée, le prix unitaire et le montant total à régler. Votre facture comprend aussi des détails liés aux frais de consommation, aux factures impayées et aux retards de paiement. C'est pourquoi il est fortement recommandé de s'acquitter correctement et à temps de ces factures d'eau. Je vous invite donc à rechercher votre facture d'eau la plus récente et à essayer d'identifier toutes les zones évoquées jusque-là. Afin de ne manquer aucune autre nouvelle vidéo, pensez à vous abonner à la page de la Société des eaux de Guinée et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Dans la poche avec l'auto-fortune de Lonagui et Yellowbet. Pariez entre 2000 francs guinéens et 5000 francs guinéens seulement et gagnez jusqu'à 1 milliard avec les 5 sur 90 boules du Loto Nap, du Loto Chance Plus et du Loto Turbo. N'attendez plus, devenez le prochain millionnaire pour réaliser vos rêves les plus fous et partager du bonheur à vos proches. Avec l'auto-fortune de la Lonagui et Yellowbet, gagne chaque instant, chaque jour. Paris disponible sur le loto.yellowbet.com et sur les points de vente de PMU Lonagui. Depuis 1999, le groupe scolaire Amadou Sylla accueille les enfants du CP1 à la classe de terminale, dans un cadre idéal au service de la réussite de nos élèves. Nous sommes dotés des meilleurs professeurs pour encadrer vos enfants. Nous avons aussi instauré l'enseignement de l'anglais et de l'informatique obligatoire dès la première année. Chez nous, nous appliquons à la lettre notre devise qui est rigueur, efficacité et réussite. À la demande des parents,